Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour ce nouveau numéro de Diyar al-Ghorba, nous nous intéressons cette fois-ci à la migration des personnes, et plus précisément des personnes hautement qualifiées, des compétences algériennes installées à l'étranger et de la diaspora algérienne à travers le monde. La mobilité des compétences est un phénomène mondial qui ne concerne pas uniquement notre pays. Mais après avoir fait leurs preuves à l'étranger, certains intellectuels algériens ne demandent qu'à contribuer au développement du pays. D'où le thème choisi pour ce numéro, mobilité des compétences algériennes, quel avenir? Avec nous sur ce plateau pour en parler, à ma droite, Monsieur Abdelkader Djouflat, il est économiste, vice-président du conseil scientifique du réseau international de chercheurs et scientifiques Globelix, mais également et surtout coordonnateur de MacTech, une organisation fondée en 1994. À ma gauche, M. Abdelwahab Rahim, président de Aïda et de l'Union nationale des investisseurs algériens. Également représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, M. Hafid, professeur Hafid Aourag, il est directeur de recherche et du développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur, et M. Reda Amrani, qui est consultant en économie industrielle. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Le débat s'annonce passionnant autour de cette table. Avant de l'entamer, je vous propose justement le portrait d'un chercheur algérien installé en France. Diplômé de l'université d'Oran il y a plus de 30 ans, professeur Habib Boukerch est aujourd'hui directeur du laboratoire de recherche pour la lutte contre le cancer de l'INSERM à Lyon. Notre reporter Abdelwahab Saadouni est allé à sa rencontre. À la tête d'un groupe de chercheurs de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale à Lyon, et en collaboration avec l'université américaine Columbia, le chercheur algérien vient de faire une découverte majeure dans le traitement du cancer. Il s'agit de l'identification d'un gène appelé MDA9, indispensable au développement des métastases. Notre objectif final est évidemment de soigner le patient cancéreux. Et donc, grâce à ces études, nous allons essayer de mettre en œuvre des molécules synthétiques qui pourraient s'opposer chez le patient cancéreux au développement du cancer. Nous pensons également associer cette nouvelle molécule à d'autres traitements. Malgré son exil, le docteur Boukerch reste à l'écoute de son pays et garde toujours des liens étroits avec les universités algériennes en encadrant des enseignants-chercheurs. Je suis là dans un cadre de coopération avec le laboratoire d'hémobiologie dans l'équipe de recherche de M. Boukerch afin de compléter notre travail. En effet, en Algérie, on synthétise des molécules à effet thérapeutique et bien sûr, l'effet biologique n'est pas étudié en Algérie et donc c'est dans cette équipe, enfin dans ce laboratoire qu'on effectue les expériences afin de dire un tel ou tel produit est actif sur une telle ou telle lignée cancéreuse. Il y a des passerelles et j'en ai trouvé quelques-unes qui m'ont permis d'accueillir dans mon équipe de recherche des étudiants doctorants algériens de l'université Abou Bakr de Tlemcen qui sont venus effectuer des stages dans mon laboratoire dans le cadre d'une collaboration scientifique entre le département de chimie de l'université Abou Bakr et mon équipe de recherche et qui ont débouché sur des publications. Le docteur Habib Boukerch est diplômé de l'université d'Essinia d'Oran. Il continua ses études supérieures en France, diplôme 3e cycle en biologie moléculaire et cellulaire et titulaire d'une HDR, habilitation à diriger une équipe de recherche. Parti d'Algérie il y a plus de 30 ans, il nous explique aujourd'hui les raisons qui ont motivé ce départ. J'ai fait de façon personnelle le douloureux constat qu'en fait, la médecine ne pouvait pas répondre à toutes les pathologies. Cependant, à ce moment-là, j'ai été témoin des perspectives de carrière limitée que pouvait offrir la recherche scientifique en Algérie. Même si l'Algérie souhaite vivement le retour de ses compétences, en créant toutes les conditions nécessaires, développer des projets structurants avec des universités algériennes est déjà un pas important et un gain précieux. Comment nous, chercheurs résidant à l'étranger, pouvons contribuer au développement de la recherche scientifique en Algérie? Et vous voyez bien que maintenant la question prend tout son sens.
j'ai apporté la preuve de concept que l'on peut apporter ses compétences au développement scientifique du pays par le biais de la formation des doctorants algériens et également, d'autre part, par le transfert de technologie. Eh bien, messieurs, c'est avec cette question que nous entamerons ces débats. Comment faire contribuer les compétences algériennes établies à l'étranger au développement du pays? Qui veut se lancer? Oui, monsieur Djeflat, Fadal. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je voulais simplement conforter ce qu'a dit le docteur Boukaj, puisque je suis un petit peu aussi dans cette situation. Et l'une des contributions est effectivement d'accueillir les chercheurs et des postgraduants dans nos équipes de recherche pour les accompagner, pour l'amélioration de leur méthodologie, pour l'accès à la documentation, pour qu'ils confrontent aussi leurs connaissances avec les chercheurs que nous dirigeons, avec lesquels nous travaillons dans notre lieu de travail. Donc ça c'est très important. À ce titre, nous, dans l'équipe où je suis, eh bien, on accueille un flux de chercheurs depuis bientôt 10-12 ans, au rythme de 15-20 chercheurs annuels. Nous sommes autour de 200 chercheurs qu'on a accueillis. Et nous les accompagnons pendant leur séjour, mais aussi on fait du suivi après. Et généralement, ça leur fait le plus grand bien. Mais ça, c'est une partie de la contribution. C'est vrai que ça dépend des disciplines, hein, que nous, on est dans les sciences économiques, sciences sociales, c'est plus facile. Nous intervenons aussi, à partir de notre base, dans les projets de recherche qui existent au niveau national. Nous sommes fait partie des PNR. Moi-même, j'ai dirigé un PNR, toujours, et une équipe de recherche. Nous participons au co-encadrement de thèses à partir de notre base. Et nous sommes également ici, dans les différentes rencontres, conférences, etc., essentiellement pour aider aussi à diffuser cette masse de connaissances à travers les publications. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un des gros problèmes que rencontrent nos collègues ici en Algérie, c'est l'accès à la publication internationale. Et le fait d'avoir cette mobilité du sud vers le nord et du nord vers le sud, si je puis dire, on pourra les développer, eh bien ça amène quand même de meilleures opportunités, meilleures chances d'accéder à des revues, là où avant c'était inaccessible. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Donc je peux confirmer qu'à partir d'une base solide et stable qu'occupent les compétences à l'étranger, eh bien ils peuvent effectivement être un lieu de mise à niveau et un lieu où ils peuvent contribuer d'une manière efficace au niveau scientifique, au niveau de la recherche en Algérie. Et notamment lorsqu'il y a suivi, une fois que ces personnes reviennent en Algérie. C'est très important qu'il y ait suivi, parce que c'est, en fin de compte, c'est comment ça va se passer une fois qu'ils sont de retour et quel est l'effet, l'impact sur l'environnement d'accueil, parce que l'idée derrière, c'est que une fois qu'ils ont été confrontés à des niveaux de travail, des niveaux de méthodologie, à des niveaux scientifiques, c'est qu'ils puissent eux-mêmes répercuter auprès de leurs propres étudiants ces exigences. L'idée, c'est qu'il y ait un suivi après, et donc il est important que ça se suive. Donc, par exemple, parmi les gens que nous accueillons, notamment dans des programmes de 18 mois, nous allons jusqu'à la soutenance de thèse, et puis après, ils deviennent nos collègues, et nous essayons en fait de suivre pour des publications communes, etc. Donc, il est très important de réaliser qu'il y a des possibilités de ce point de vue et qu'il faut les identifier et puis voir comment les politiques publiques peuvent soutenir à la fois cette mobilité pour l'accélérer, parce que j'estime qu'on peut beaucoup mieux faire que cela, et aussi peut-être soutenir ceux qui sont les acteurs de l'autre côté, c'est-à-dire nous-mêmes, pour évidemment augmenter l'intensité de ce processus. Alors il faut noter aussi que ce n'est pas non plus simple, parce que nous devons légitimer ces actions auprès des institutions qui nous emploient. C'est quand même du temps qui est payé sur, n'est-ce pas, sur des salaires et sur que nous recevons là-bas. Et donc, il faut aussi avoir cette possibilité d'avoir une forme de décision, de marge décisionnelle qu'on s'est autorisé grâce à la reconnaissance là-bas et grâce aussi à l'engagement qu'on a montré de pouvoir suivre le processus des deux côtés, et ça c'est très important. Dans le cadre du suivi, est-ce que ces personnes, une fois sur le terrain en Algérie, retrouvent les mêmes moyens auxquels ils avaient accès lorsqu'ils étaient dans des universités étrangères? Ça aussi c'est une question de moyens, peut-être qu'on posera cette question à
Monsieur Aourag. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je voudrais rebondir un peu sur les propos de M. Boukirch. Oui. Effectivement, Boukirch est un enseignant-chercheur qui contribue d'une façon efficace au développement de la recherche scientifique en Algérie. Vous savez, aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a établi un certain nombre de mécanismes qui permettent à la diaspora algérienne de participer au développement socio-économique du pays à travers donc, la recherche scientifique. Monsieur Djeflat a parlé d'un point qui sont les programmes nationaux de recherche. Vous savez que nous avons lancé un programme ambitieux de programmes nationaux de recherche où il y a eu à peu près 3200 projets qui sont en cours. Alors sur les 3200 projets en cours, nous avons à peu près 182 Algériens établis à l'étranger dans tous les pays du monde qui contribuent à ces programmes nationaux de recherche. Ils peuvent même être chefs de projet donc d'un programme national de recherche en Algérie. Projet structurant ou... Ce sont des programmes nationaux de recherche. Alors un programme national de recherche, nous avons 34 programmes nationaux de recherche. Ce sont des programmes prioritaires pour le pays, donc par rapport aux besoins. Ce sont les besoins du secteur socio-économique qui a émis des besoins en termes donc de développement de son secteur. Et sur la base de ces besoins, nous avons mis des appels à projets. Et donc il y a eu des réponses donc de postulants donc algériens, de parlement des Algériens exerçant en Algérie qui ont soumis des projets et nous en avons retenu 3200 projets, tous secteurs confondus. Ça va de l'eau, de ressources en eau, de l'économie jusqu'à la linguistique. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons plus besoin de projets structurants ou plutôt de transfert technologique? Écoutez, donc ces programmes nationaux de recherche, nous ne demandons pas, dans les programmes nationaux de recherche, ce n'est pas la publication, ce n'est pas la connaissance que nous demandons, mais c'est une répercussion sur le secteur socio-économique. Qu'est-ce que la recherche scientifique peut apporter pour le développement du secteur socio-économique? Et donc, dans ce cadre-là, nous avons mis des mesures incitatives pour les chercheurs algériens exerçant à l'étranger. Alors, tout chercheur algérien exerçant à l'étranger dans le cadre de ces programmes nationaux de recherche, il peut venir en Algérie autant de fois qu'il veut. Il est pris en charge par un billet en première classe. Il est pris en charge en hébergement et restauration pendant tout ce séjour et on lui donne 45 000 dinars par mois durant toute la période du projet dans lequel il s'est inscrit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons mis des mécanismes pour tous chercheurs voulant exercer en Algérie des activités de recherche dans un cadre réglementaire. Toutes ces informations, les personnes qui nous regardent en ce moment et qui sont intéressées peuvent les retrouver sur le site de la direction de... C'est sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc j'ai dit, il y a 182 chercheurs algériens exerçant à l'étranger qui activent dans le cadre de ces programmes nationaux de recherche et qui viennent souvent en Algérie pour suivre ces projets, pour leur mise en application. Et il y a dans différents domaines. Et les résultats seront promulgués de ces programmes nationaux de recherche fin février. Et il y a des résultats extraordinaires sur lesquels l'Algérie est arrivée à produire des résultats extraordinaires en termes de développement technologique et qui seront mis à... Oui. Donc, nous donnerons donc les résultats de ces programmes fin février, puisque la période d'évaluation qui est de la durée de 2 ans de ces programmes est terminée. Et maintenant, nous allons mettre donc, sur le terrain les résultats de ces programmes. Il y a d'autres mécanismes sur lesquels nous pouvons revenir plus tard. Merci bien. Monsieur Abdelwahab Rahim, vous représentez le réseau AIDA. Et le but du réseau AIDA, c'est un petit peu une réflexion autour de comment faire participer la diaspora algérienne éparpillée un petit peu partout dans le monde. Comment la faire, d'abord comment l'encadrer là où elle est et comment la faire participer au développement du pays. Concrètement, qu'est-ce qu'a fait le réseau AIDA depuis 2 ans d'existence? Tout d'abord, merci de nous inviter et bonsoir. Le but d'AIDA, c'est de pouvoir connecter l'ensemble de la diaspora à travers le monde, parce que si vous avez une idée, on est plusieurs millions d'Algériens à travers le monde, répartis partout dans le monde. Donc la première des choses, c'est de pouvoir déjà se parler, se connecter déjà, d'une part, et d'autre part, voir aussi les voies et moyens, comment on peut contribuer aussi à notre pays, à partir de là-bas, ou ici, et aussi contribuer aussi à la promotion de chaque citoyen de chez nous, là où il vit, comment on peut être un support pour chacun des membres, pour notre communauté. Maintenant, en ce qui concerne l'élite,
parce qu'on parle de l'élite. Notre pays, en fait, il a besoin de tout le monde. Et je vous fais remarquer qu'il est plus difficile de trouver un plombier à Alger ou en Algérie qu'un médecin. Il est plus facile de trouver un médecin qu'un plombier. Et je cite le plombier en tant qu'exemple, d'une part. Maintenant, comment faire participer cette élite? Cette élite a une grande frustration. Je n'ai pas rencontré un seul des membres. Je ne suis pas d'accord par rapport à ces propos, une grande frustration. Je n'ai pas attendez, il nous expliquera pourquoi. Il va nous expliquer pourquoi. Soyez gentil, laissez-moi terminer. Elle a une grande frustration. Pourquoi? Parce qu'elle a le désir, vraiment, d'apporter quelque chose à notre pays. Mais ce désir-là n'est pas concrétisé. Pourquoi il n'est pas concrétisé? D'abord, le fait de dire on fait venir les gens en première classe, c'est un peu banal de faire venir les jeunes en première classe. Et on leur donne 380 € par mois. Je suis désolé, vous faites venir des élites des États-Unis, partout dans le monde, pour qu'on leur dise venez participer, on vous donne 380 € par mois. 380 € par mois, en plus de ce qu'ils touchent dans le pays où ils sont déjà établis. Je veux dire, durant tout le cycle de 18 mois. Excusez-moi, mais ce n'est pas la part. Vous parliez, monsieur Rahim, de volonté affichée, de retour, de participation active. Je continue. Maintenant, pour faire venir ces élites-là, il faut avoir des programmes stratégiques de recherche sur 10 ans, sur 15 ans, comme tous les autres pays à travers le monde. Par exemple, je peux citer la Corée, je peux citer la Turquie, etc., qui sont les programmes de recherche, que ce soit dans la nanotechnologie, que ce soit dans la biotechnologie, que ce soit dans la chimie verte, que ce soit dans tous les autres domaines, définir un plan stratégique. Et à partir de là, nos chercheurs à travers le monde pourront effectivement s'agglutiner, venir voir comment... Après, l'aspect, je dirais, ce n'est qu'un aspect technique, et l'aspect technique, je dirais, l'aspect confort et technique, il est perfectible, bien entendu. Donc, il y a une envie, il y a une envie, il y a un désir, mais il n'y a pas de répondant à la mesure de leur envie. Vous avez rencontré dans le cadre du réseau Aïda, vous dites, des personnes aptes à revenir, une volonté affichée de retour, qui ont tenté un retour, par quoi? Quels sont les blocages que ces personnes ont rencontrés? En fait, à ce niveau-là, ce n'est pas tellement un retour, parce que c'est des gens qui vivent à l'échelle planétaire, ils sont dans la globalisation. Le plus important, comment ils peuvent participer par apporter leurs connaissances, leur savoir-faire, et aider notre pays à aller de l'avant. C'est ça le principe. Ce n'est pas forcément de revenir, non. Vous parlez surtout d'investissement? Non, je parle de recherche, je parle de recherche, je parle de participation. Vous savez que nous avons des milliers de chercheurs à l'extérieur et nous avons vraiment des gens de très très haut niveau, au contraire, et qui gardent un lien très très fort avec le pays. Ils ne demandent qu'à venir participer. Maintenant, de l'autre côté, ici, il faut mettre, je dirais, tout en accord, mettre comment on appelle ça, tout en adéquation, pour qu'on puisse prendre le meilleur de ce qui peut nous être donné. Pour vous, c'est une politique générale qu'il faudrait adopter. Il faut une politique stratégique globale à l'échelle du pays et qui puisse, où on sait, dans les 5 ans à venir, qu'est-ce que nous allons développer comme technologie au même titre. Ça existe. Vous êtes le seul à le savoir, probablement. Je suis désolé. Moi, je suis le témoin. Les programmes nationaux de recherche, c'est des programmes qui sont sur 10 ans. C'est un programme de l'Algérie dans tous les domaines prioritaires. Et M. Djeflat est là, il pourra vous conformer. Vous avez le droit de réserve en tant que c'est pas grave. J'espère qu'on va avoir le temps, à condition que chacun de vous prenne un temps de parole, prenne son temps de parole. Je prends parti pour M. Rahim, parce que dans la réalité, déjà, nous sommes, si vous voulez, déficitaires en qualité et en quantité à l'intérieur du pays. Et ceux qui sont partis, bon, il faut faire son deuil, comme dirait l'autre. Donc, la seule chose qu'on peut faire,
c'est comment les mobiliser à distance, comment parce qu'ils sont volontaires. Hein. Donc, avec l'Internet, les moyens, ils peuvent travailler comme des gens peuvent travailler à partir de leur maison pour leur entreprise. Ils peuvent travailler de l'étranger pour nos programmes de recherche. Oui. Mais là, le problème qui se pose, avons-nous une vision, avons-nous une stratégie et comment nous organiser pour cela? Déjà, moi, je pense que la priorité, c'est déjà de garder ce que nous formons, garder le maximum et les mettre au travail. Or, quelles sont les conditions aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont réunies? On nous dit qu'il y a des textes, qu'il y a des avantages et tout. Mais où est la relation avec l'économie? Vous prenez les importations, on importe des services à tous les niveaux. Donc tout ce qu'on peut faire ici, dans l'engineering, aujourd'hui je crois que la facture des services dépasse les 10 milliards de dollars en importation. C'est très grave. On importe des entreprises pour réaliser des routes, pour réaliser des ceci, des cela. Or, ça, c'est avant tout les entreprises d'engineering. Est-ce qu'on a aujourd'hui des gens qui sortent de notre système de formation, de notre système de recherche-développement et qui vont vers l'entreprise? Est-ce qu'il y a cette liaison? Elle n'existe pas. Donc, première des choses, s'il vous plaît, oui. Avec le Nous master... Non, je viens à ça. Attention, c'est assez important. Notamment privée. Non, s'il vous plaît, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons avoir 1,5 million d'étudiants. Il y a plus de 70 universités réparties à travers le monde. Il y a une trentaine ou moins d'écoles d'ingénieurs. Quelle est leur liaison avec le système économique? On ne l'a pas aujourd'hui. On va avoir 200 à 400 000 étudiants en master qui vont avoir des mémoires de fin de stage. Donc vous allez avoir tous les ans 200 000 à 300 000 étudiants qui vont plancher sur des mémoires. Est-ce que ces mémoires, il y a une liaison entre l'économie, les entreprises de commerce, de négoce, les entreprises de travaux, de réalisation, de transport, et avec l'industrie, avec ces universités? Il n'y a pas ces ponts. Donc si on veut déjà garder la matière grise et en tirer profit, dès maintenant, il faut qu'on mette cette organisation. Avant d'aller voir tous nos chercheurs qui sont à l'étranger, qui sont partis parce qu'ils tous... Nous reviendrons, M. Amrani, nous reviendrons à cela dans notre second reportage. Une autre question que nous n'avons pas prise en considération. Oui. Il faut voir la réalité. On n'a jamais pensé à investir dans les conditions de vie, rendre la vie agréable pour ces gens qui sortent du système de la formation supérieure. Il n'est pas agréable. Regardez, je vous donne un exemple, c'est simple. Il y a un seul terrain de golf dans toute l'Algérie. Oh, vous nous parlez de golf, monsieur Amrani. Mais je vous assure, on parle de football aujourd'hui. Monsieur Amrani, permettez-moi juste pour avancer dans le débat. Mais il faut avancer dans le débat. On ne voulait pas dans cette émission, excusez-moi, on ne voulait pas dans cette émission revenir sur les motivations de départ de tout un chacun. Si vous esquivez les conditions de vie, parce que quand on sort de son laboratoire, oui. Quand on a des enfants, est-ce qu'on... Regardez, à Alger, depuis 1962, il n'y a que 3 clubs de tennis. L'Alger a été multiplié par 10. C'est les conditions de vie. Nous, dans l'économie, dans l'entreprise, lorsqu'on essaie de ramener des cadres, des experts, la première des conditions qu'ils disent, est-ce que je peux aller faire mon Donc le départ est dû à la malvie, à votre avis? Il y a la malvie et les investissements pour organiser une meilleure vie sont simples, mais il faut les faire. Oui, M. Amrani, on a... Si on oublie ça, oui. On passe à côté de la plaque. Parce que notre chercheur à Lyon, quand il sort de son laboratoire de recherche, il a tout un panel de lieux où il va s'épanouir. Je vous propose, excusez-moi, nous allons passer, je vous propose d'écouter le professeur Senhadji, qui n'est plus à présenter. Il avait été chargé il y a quelques années de cela, d'essayer de faire un travail afin de rassembler l'élite algérienne à travers le monde. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Saïda Mayouf. J'ai été chargé de réunir les compétences algériennes installées à l'étranger. Et en particulier, j'avais opté pour un choix qui était ma vision personnelle et qui avait été validée. C'est celle de se baser sur l'élite.
L'élite, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines de personnes. Et puis, c'est tout de suite, il fallait trier, il fallait trouver une qualité de ces personnes qui pouvaient apporter une contribution par rapport à notre pays, à l'Algérie. J'ai été chargé de prendre contact avec en particulier les scientifiques algériens installés de par le monde. Et c'était des personnalités qui étaient escalitées, qui étaient qualifiées dans des domaines de pointe. Ce projet, en fait, tel que je l'avais présenté à l'époque, il avait pour mission d'essayer donc de répertorier ces compétences de très haut niveau et de mettre sur une carte de géographie, une carte du monde sous forme d'un planisphère. Et ainsi, quand par exemple l'Algérie a besoin d'un avis, d'expertise, et donc de savoir sur cette carte où la personne cible se situe, la joindre tout en respectant donc le poste, etc. Laisser évoluer cette personne dans son milieu dans lequel elle est en train d'évoluer. Mais hélas, l'exécution, l'aboutissement de ce projet ne s'est pas réalisé parce qu'il y a tellement de problèmes bureaucratiques. Voilà, pour sa part, donc, le professeur Sanhadji s'est heurté à plusieurs problèmes, dont un problème bureaucratique. Monsieur Rahim, il y a eu plusieurs tentatives de ramener donc l'élite algérienne à travers le temps. En Algérie, plusieurs premiers ministres ou chefs de gouvernement ont fait de telles tentatives. Monsieur Sanhadji, c'était seulement en 2004. Mais vous faites partie également de cette génération d'Algériens qui est revenue à la fin des années 80, début 90, 92, je crois. Vous êtes revenu à investir en Algérie. 94, 95, les moments les plus difficiles. Oui, tout est en votre honneur. Donc vous êtes revenu aussi grâce à l'une des tentatives des gouvernements algériens, donc, de faire revenir cette élite. Parlez-nous de votre expérience. Oui, mais à cette époque, effectivement, 92-94, le gouvernement de cette époque avait dépêché, il avait fait un roadshow à travers un certain nombre de pays du monde où il y avait donc la présence de la diaspora. Ils sont venus nous expliquer que le pays avait besoin de nous et que le pays traversait une période très, très, très difficile. Ils sont venus faire vibrer un peu cette corde nationaliste que nous avons en nous. Ils nous l'ont fait vibrer, effectivement, et je suis venu dans ce cadre-là. Et on s'est dit, d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas, d'autant plus que nos aînés, nos parents, ils ont donné leur vie pour nous avoir un pays. Et nous, maintenant que nous sommes installés, bien installés, et que nous avions réussi ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on tourne des talents à notre pays. Et c'était dans cette condition la plus difficile qu'on a senti effectivement c'est maintenant qu'il faut aller. Ce n'est pas quand ça va très bien pour tout le monde. Bon, vous avez eu le courage de revenir à l'époque? Nous n'avons pas le courage, le devoir de venir. Parce que c'est plus un devoir qu'un courage. Oui, parce que notre pays avait besoin de nous. On est venu. Bon, ça n'a pas été facile du tout et c'est toujours pas facile. C'est l'administration. On n'arrive pas à faire. Vous savez, tout paraît possible, mais dès que vous rentrez dans le détail, tout devient impossible. Ah, vous voulez dire que vous n'avez pas eu le tapis rouge en une seule... Nous avons eu un tapis beaucoup plus avec des clous qu'autre chose, mais je vous dis, on n'était pas venu là pour avoir le tapis rouge. On était là par devoir, il faut le faire, c'est notre pays, il faut le construire, et nous sommes là en train de le construire avec énormément et beaucoup de difficultés. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. C'est ce que je dis aussi à nos compatriotes de la diaspora à travers le monde. On me dit, mais on est venu, on a essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais je dis, ça n'a pas marché. Et il faut venir en Algérie, non pas par l'appât du gain, mais il faut venir par conviction. Et quand on vient par conviction pour faire quelque chose dans son pays, il est évident
qu'aucune difficulté ne puisse résister à cette conviction. Et c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quand on dit il faut faire, on n'est pas dans la critique négative. Au contraire, on veut que les choses se fassent. Mais ce qui est, je dirais à la limite, ce qui est dangereux, c'est de dire que tout est bon, que tout est facile, or que les gens, quand ils viennent, ils frappent à la porte, ils sont un peu surpris. À force de leur dire que venez, vous êtes les bienvenus, tout est facile. Vous ne regrettez pas vos choix aujourd'hui? À titre de devoir national, non. Oui, à titre personnel. À titre personnel, peut-être. Parfois. Monsieur Aourag, monsieur, oui. Non, allez-y, monsieur Djeflat. Monsieur Djeflat, vous vouliez réagir à ce que disait... Je voulais juste réagir à la fois à l'entretien que vous avez eu avec le professeur Snhaji et puis aux remarques de M. Amrani. Hein, parce qu'il y a peut-être une part de subjectif, il y a aussi une part d'objectif. Hein. Les pays qui ont réussi à la fois à stabiliser leurs élites, à être performants en matière d'innovation et à réellement faire le saut qualitatif dans la croissance et le développement, sont aussi des pays qui ont eu une approche systémique de l'ensemble des choses. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui se fait, ça se construit. Un système d'innovation, ça se construit, qui développe l'entrepreneuriat, qui saisit, qui renforce la créativité et qui lui donne la possibilité de se transformer, pas simplement en invention. Parce que ce qui importe aujourd'hui, les brevets, c'est important. Ce qui importe aujourd'hui, c'est est-ce que le système répond aux besoins économiques et sociaux. Et cette approche systémique, eh bien simplement, vous savez, c'est pas très difficile. Vous prenez un acte d'innovation, d'entrepreneuriat, c'est un acte collectif. Il ne demande pas simplement le génie du chercheur, parce que sinon on aurait fait venir tous les génies. Mais il demande l'environnement, c'est-à-dire le chercheur, c'est-à-dire le cadre juridique, c'est-à-dire l'industrie qui peut aussi lui donner la possibilité de tester ses produits et de vendre, c'est-à-dire aussi la protection de l'innovation, c'est-à-dire le système évidemment de motivation et d'incitation qui met en place. Et cette vision systémique, c'est pour ça que je rebondis, c'est vrai que l'université seule, si elle est déconnectée du monde de l'industrie, si elle est déconnectée également du reste du monde de la formation, elle ne peut pas seule faire ce quali. Donc cette approche systémique, c'est pour ça que la personne qui vient ne trouve pas ce système. Il est très important que cette vision systémique, nous avons eu l'honneur et l'opportunité, M. Aourag, de tester, de diagnostiquer ce système d'innovation. Système national d'innovation. À 2 reprises, puisque j'ai été appelé à le faire en 2008, avec une aide de l'Union européenne d'ailleurs, et je suis en train de mettre à jour, eh bien, on constate que cette cohérence, cette intégration, cette vision commune, eh bien, est encore à faire, est encore à développer, parce que chaque pôle fonctionne en vase clos, et c'est ça qui fait que, évidemment, lorsque vous passez d'une sphère à l'autre, eh bien, ça coince. Donc, c'est aussi cette vision systémique et cette vision dont parlait aussi M. Rahim, peut-être en d'autres termes, qui est très importante et qu'il faut impérativement et très rapidement reconstituer ce système avec la contribution de tous. Et encore plus au-delà, il faudrait qu'on ait une vision de comment nous allons nous insérer dans cette fameuse économie du savoir qui est absolument incontournable. Parce que notre défi actuel, c'est comment mobiliser le savoir. Si on a une stratégie de mobilisation du savoir, et là je reviens à ce que disait le professeur Snhaji, je dis que les frontières de l'Algérie de la connaissance ne s'arrêtent pas aux frontières géographiques. Elles passent par tous les lieux de concentration de savoir. Donc si nous donnons cette vision de l'économie du savoir, ça fait presque, je vous le dis, 8 ans que nous nous battons à la fois par des rapports, des écrits, etc. Je crois qu'il est temps qu'on réalise que ce n'est pas une menace. C'est au contraire une opportunité que nous permet justement cette possibilité d'avoir des revenus pétroliers qui nous permettent de mobiliser ce concentré de connaissances. Si on a cette vision, peu importe où se trouve la personne, il peut venir par avion, il peut contribuer à distance, il peut rester là. Et puis, il y a aussi peut-être une marge de personnes qui voudraient revenir sincèrement pour s'installer, pour contribuer sur place. Il faut aussi prévoir des mesures pour cela. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose de simple. Donc, je remercie. Je voudrais rebondir par rapport à la vision globale. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer aussi. Il faut aussi voir la réalité telle qu'elle est. Nous n'avons pas des masses d'élite à l'étranger. Ah, vous avez des chiffres? Vous savez, nous avons une base de données aujourd'hui que nous mettons à jour chaque mois.
Oui. Aujourd'hui, la base de données que nous avons actuellement comporte 1000 personnes qui ont un grade élevé dans des universités ou des structures de recherche à l'étranger qui sont algériens. Maintenant, le nombre de personnes qui sont au top managing, c'est-à-dire qui sont décideurs dans ces pays. Parce que nous avons besoin de ceux qui sont décideurs, qui peuvent faire ce transfert de technologie. Comme il a dit, un chercheur qui est dans un centre de recherche ou dans une université, il faut qu'il demande des autorisations. Il n'est pas libre de faire ce transfert ou de venir en Algérie collaborer et faire. Il faut qu'il soit maître de sa décision et qu'il est incontournable dans son pays. Un Chinois, par rapport à la vision globale, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer aussi. Il faut aussi voir la réalité telle qu'elle est. Nous n'avons pas des masses d'élite à l'étranger. Ah, vous avez des chiffres? Vous savez, nous avons une base de données aujourd'hui que nous mettons à jour chaque mois. Aujourd'hui, la base de données que nous avons actuellement comporte 1000 personnes qui ont un grade élevé dans des universités ou des structures de recherche à l'étranger qui sont algériens. Maintenant, le nombre de personnes qui sont au top managing, c'est-à-dire qui sont décideurs dans ces pays. Parce que nous avons besoin de ceux qui sont décideurs, qui peuvent faire ce transfert de technologie. Comme il a dit, un chercheur qui est dans un centre de recherche ou dans une université, il faut qu'il demande des autorisations. Il n'est pas libre de faire ce transfert ou de venir en Algérie collaborer et faire. Il faut qu'il soit maître de sa décision et qu'il est incontournable dans son pays. Un Chinois, un Nobel en Chine, peint son laboratoire aux États-Unis avec le drapeau chinois et personne ne lui dit rien parce que s'il contribue de façon importante au développement des États-Unis. Donc le nombre de chercheurs algériens qui ont cette qualité ne dépasse pas la centaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de chercheurs algériens qui peuvent réellement faire un transfert de technologie au vrai sens du terme, du copier-coller en Algérie, ils ne sont pas nombreux. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Quand on parle d'élite, ça ne veut pas dire qu'une personne réside à l'étranger, c'est une élite. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'étranger, ça veut dire qu'il est hautement qualifié. Nous avons des Algériens qui sont ici, qui sont hautement qualifiés, qui ont été nominés à des prix Nobel. Donc ça veut dire que ça, c'est extraordinaire aussi, il faut le dire. Il faut reconnaître qu'en Algérie aussi, nous avons une élite. Et cette élite, elle est bien établie ici. Aujourd'hui, ce que nous demandons, nous avons cette cartographie. Je défie, le ministère de l'Enseignement supérieur défie tout chercheur algérien qui est venu avec un projet structurant pour le pays et auquel nous avons refusé de le mettre en place. Je défie et je dis à quiconque, aujourd'hui, si le ministère de l'Enseignement supérieur a refusé un projet structurant pour le pays et qui a été mis en place par un Algérien qui se trouve à l'étranger, je le défie. Aujourd'hui, nous avons 15 projets structurants qui sont pilotés par des élites algériennes à l'étranger. Et c'est des projets de haute technologie. J'en cite, parmi eux, le projet du laser algérien, qui a été fabriqué, qui est prototypé, qui est aujourd'hui une valeur sûre. Je dis le lobbying des Algériens dans la NASA, où l'Algérie aujourd'hui participe au programme spatial international, où le drapeau algérien aujourd'hui est accroché à la station spatiale internationale. C'est des Algériens qui se trouvent ici et un lobbying d'Algériens qui se trouvent aux États-Unis. J'en cite, il y en a des dizaines en nanotechnologie, en biotechnologie, dans tous les domaines. Et donc je défie, encore une fois, tout Algérien qui veut aider son pays et auquel le ministère de l'Enseignement supérieur a refusé de prendre en charge son projet. Vous parlez du moins de la période depuis laquelle vous êtes au ministère, de 2008 à nos jours. Vous parlez des 5 dernières années. Auxquels nous avons refusé, faites-nous pas. Monsieur Aoular, si vous dites effectivement il n'y a pas autant de monde, mais pourquoi vous faites tout ce tintamarre dans chez Kala, allez les chercher pour 100 personnes que vous avez dans le reste du monde? Moi, je dis honnêtement, il faut qualifier. Il faut qualifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est 100 personnes, si vous considérez vous les le nombre de chercheurs algériens qui se trouvent à l'étranger, je dis qu'il y a des milliers. Il y a des milliers de professeurs, il y a des milliers de chercheurs algériens qui se trouvent à l'étranger, qui exercent dans des hôpitaux, qui exercent dans des universités, qui exercent dans des entreprises, étrangères. Mais je dis ceux qui font la différence dans ces pays-là. Ceux qui font la différence.
Le problème n'est pas là, s'il vous plaît. Le problème n'est pas là. Le problème, si on veut, il y a notre économie avec son avenir. Comment ces compétences, comment cette économie de la connaissance puisse contribuer au développement de notre pays? Comment faire en sorte que cette matière première humaine, qui est la première des matières, avant le pétrole, avant tout le reste, contribue au développement, à l'amélioration de la condition de vie de tous les citoyens algériens? Parce que c'est des gens qui acquièrent des connaissances à travers les ressources du trésor public. Puisque comment faire en sorte que tout le produit de ce système de formation contribue au développement. Donc là, nous devons aboutir à un diagnostic. Il faut déjà faire un diagnostic stratégique. Pourquoi notre système de formation n'est pas relié à l'économie? Pourquoi l'économie n'est pas satisfaite par le système d'acquisition des connaissances et de formation? Pourquoi cette économie reste atrophiée? Parce qu'elle est atrophiée. Vous voyez, l'industrie, elle est à moins de 5% de la PIB. Regardez les travaux publics, on importe les études, on importe les entreprises. Regardez les grandes réalisations. Regardez la logistique. S'il vous plaît, parce que vous savez, il ne reste même pas 20 minutes de débat. Il faut dire la réalité. Donc, il faut faire ce diagnostic. Donc, il y a d'un côté la formation et la liaison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir 200 à 300 000. Il y a aussi les conditions de vie. Moi, je vous le dis, c'est la pratique. Quand on ramenait des experts étrangers, la première condition pour démarrer une grande usine ou un système complexe de production, comment où je peux mettre mes gosses à l'école? Ma femme, en dehors de mon travail, comment elle peut vivre? Moi, le week-end, je vous assure il faut des conditions d'accompagnement et qui sont valables. Si on ne les prend pas en charge dans l'analyse, dans le diagnostic, on sera à côté parce que, en dehors du laboratoire, en dehors du bureau d'études, c'est des choses, c'est des investissements beaucoup plus faciles à réaliser que de former un gars pendant un bac plus 7. Donc vous avez parlé du coût. Troisièmement, pour le trésor public. Il n'y a pas, donc je vous ai dit, il y a aussi la considération. Je vous coupe, Monsieur Amrani. Vous avez parlé de trésor public, justement. L'éducation et la santé, dans notre pays, nous avons cette chance, Monsieur Aourak, c'est que c'est gratuit. Justement, combien coûte la formation d'un Algérien, de l'école primaire jusqu'au cycle universitaire? Parce qu'en général, on ne part qu'avec des bagages, on ne part pas sans. Je ne peux pas vous donner ce chiffre, mais je peux vous dire le nombre de bourses qu'on donne par rapport... Justement, les bourses, il y a une suppression des bourses. Depuis 1977, où il y a eu le premier plan quadriennal pour la recherche scientifique, l'État algérien envoyait en moyenne 500 personnes en formation à l'étranger, des étudiants essentiellement à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore l'algérianisation de l'université. Depuis 2004, la politique a changé et il y a deux types de bourses. On donne 100 bourses pour les étudiants dans les thèmes qui sont en manque en Algérie, parce que nous n'avons pas l'encadrement, et 400 bourses pour les enseignants, avec une obligation qu'aujourd'hui nous avons 0% de déperdition, il faut le dire aussi. Oui. C'est-à-dire que par rapport aux années 90 et par rapport à aujourd'hui, les choses ont changé. Vous leur faites signer des contrats de retour? Le contrat de retour est signé depuis 1977 dans le contrat. Justement, depuis 1977, le contrat qui lie l'étudiant à l'État algérien, il y a un contrat de retour. Mais personne n'a respecté ce contrat de retour. 50% Maintenant aussi, il faut le dire que nous avons aussi un retour appréciable d'Algériens qui se trouvent à l'étranger. Nous avons deux catégories de personnes qui reviennent en Algérie aujourd'hui. Nous avons les juniors, ceux qui terminent leur thèse, qui passent 2 années en post-doc dans des laboratoires étrangers, et nous avons installé depuis juillet jusqu'à aujourd'hui 110 Algériens de retour de l'étranger dans nos centres de recherche. Vous avez une deuxième catégorie des seniors, d'accord, qui rentrent dans le pays. Nous avons, je vous dis, en 2013, nous avons 110 professeurs d'université du Golfe qui sont revenus dans le pays. Maintenant, nous avons aussi des seniors de haute qualité qui reviennent au pays. Ce sont des dizaines, mais il y a quand même maintenant, la tendance s'est renversée. Ce n'est plus la même tendance dans les années 90, la tendance s'est renversée. Vous pouvez, je vous assure, si vous allez aujourd'hui dans un centre de recherche,
vous allez trouver le nombre de chercheurs qui sont revenus à l'étranger, ils sont de plus en plus importants. Eh bien, c'est très bien, mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est aussi est-ce que les conditions sont réunies afin que ces personnes évoluent. Excusez-moi, je vous propose juste un dernier portrait. C'est le portrait édifiant d'une étudiante, d'une Algérienne, qui s'est retrouvée aux États-Unis par accident, pour reprendre ses termes. Elle a étudié et travaillé pendant plus de 9 ans et a décidé de revenir au pays. Ses motivations de retour dans ce portrait dressé par Abdelouaheb Sadouni. Si beaucoup de chercheurs partent à l'étranger, certains reviennent. Fadma Izri en fait partie. Elle est de retour dans son pays avec une grande expérience dans les relations internationales et les sciences politiques. Je suis restée 9 ans aux États-Unis. J'ai travaillé à Georgetown. J'ai enseigné l'arabe et le français. J'ai donné des cours de politique étrangère américaine. J'ai fait beaucoup de traductions avec le département de défense, le département de justice et le département d'État. Lorsque vous travaillez pour ces institutions-là, vous avez accès à des informations peut-être qui ne sont pas disponibles à la population. Donc, et ça vous fait réfléchir un petit peu et ça vous ramène vers vous-même et vous vous demandez qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites là où vous êtes et où vous aimeriez être, toutes ces questions donc auxquelles la réponse définitive a été de rentrer chez moi. Malgré toutes les opportunités offertes par les universités américaines, Madame Izri a préféré répondre à l'appel du cœur. Nous avons un devoir envers ce pays. C'est vrai que lorsque nous revenons, c'est pour des raisons émotionnelles et personnelles, mais en même temps, c'est l'Algérie qui m'a donné l'opportunité d'étudier aux États-Unis. Ça va vous paraître bizarre parce que j'ai étudié avec mes moyens personnels, mais si je n'avais pas de diplôme quand je suis arrivée aux États-Unis, je n'aurais pas eu l'occasion d'aller faire un autre diplôme dans une grande institution comme Georgetown University. Avec une licence en interprétariat et traduction obtenue à l'Université d'Alger en 1999, elle rejoint 5 ans plus tard l'Université Georgetown à Washington, où elle obtient 2 magistères. Elle fait partie aujourd'hui des rares compétences qui reviennent au pays. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de revenir aussi. Vous avez mentionné le confort d'abord, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Il y a des gens qui sont partis pendant des années, qui ont eu des enfants, qui ont grandi dans ces pays-là. Donc le retour pour eux, ce serait un sacrifice de nouveau. Quand ils sont partis, ils se sont sacrifiés. Mais pour revenir et ramener leurs enfants qui ont grandi dans une culture et une société tout à fait différente de la nôtre, ils préfèrent laisser leurs enfants faire le choix de revenir s'ils devaient revenir un jour. Les départs comme les retours, ce n'est jamais facile. Alors, Fadma Izri pense-t-elle à repartir un jour ou songe-t-elle à s'installer définitivement en Algérie ? Je vais repartir en vacances, je vais repartir m'occuper de ce que j'ai laissé derrière moi, mais je ne pense pas, donc dans l'état d'esprit dans lequel je me trouve actuellement, je ne pense pas m'exiler de nouveau. J'utilise le terme m'exiler parce que c'est comme ça que je le ressens. Je préfère rester avec les miens, chez moi, dans mon pays, faire ce que je peux. Je ne vais pas changer le monde, mais je vais au moins y apporter ma participation, déjà pour une satisfaction personnelle, parce que c'est une volonté très, très, très profonde, très forte que je ressens. Donc, je ne pense pas repartir. Depuis son retour il y a moins d'1 an, Madame Izri enseigne l'anglais, fait des traductions, continue ses recherches en attendant d'obtenir les équivalences de ses diplômes américains qui tardent à venir. Ah oui, les équivalences, en effet, beaucoup d'étudiants algériens souffrent de cela. Pourquoi y a-t-il autant de lenteur pour les équivalences, Monsieur Aourag? Je vais vous expliquer. Enfin, juste en 2 mots, parce que ce n'est pas le thème du jour, juste pour qu'on revienne. La polémique qui est posée aujourd'hui par rapport aux équivalences. Vous savez, l'enseignement supérieur a vécu aussi des réformes et des réformes tout au long de la vie. Auparavant, ceux qui étaient titulaires d'un doctorat, d'accord, étaient automatiquement, d'accord, il y avait ce que nous appelons le doctorat d'État.
Et donc le doctorat d'État donnait directement l'équivalence pour aller faire maître de conférence. On est automatiquement classé dans le grade de maître de conférence. Depuis quelque temps, donc il y a eu une refonte, d'accord, le doctorat d'État n'existe plus en Algérie. Il existe le doctorat comme partout dans le monde, d'accord. Donc, mais avec le doctorat comme partout dans le monde, d'accord, on est recruté, d'accord, dans le grade de maître de conférence B, d'accord. Ensuite, il y a une habilitation pour être habilité à diriger des recherches. Ça se passe partout dans le monde de cette façon-là. Alors, ce qui est aujourd'hui, ça veut dire que ces gens qui reviennent de l'étranger, d'accord, ils demandent à avoir l'équivalence du doctorat d'État, donc il va passer directement dans le grade de maître de conférence A. Ceci n'est pas applicable pour les Algériens qui sont ici, parce que ceci n'existe pas en Algérie. Donc on ne peut pas leur donner une équivalence d'un diplôme qui n'existe plus en Algérie. Donc qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Ils viennent, on leur donne automatiquement une équivalence de maître de conférence B, d'accord? Donc ils sont recrutés ou un maître de recherche B dans un centre de recherche, et après une année, d'accord, ils sont titularisés, ils passent une habilitation, et ils progressent donc catégoriquement. Sauf pour ceux qui sont dans le grade de professeur, et je le dis encore une fois, ceux qui sont titulaires d'un poste de professeur dans une université étrangère, quelle que soit l'université étrangère, on garde leur position en Algérie. Ils auront le même droit en Algérie. Donc ça veut dire que des personnes qui exerçaient librement dans des universités qui n'avaient pas le grade de professeur sont obligés de passer par l'équivalence pour reconnaître un peu par rapport à leur carrière, par rapport à l'expérience, où les placer. Mais je redis encore une fois, tout titulaire d'une position de professeur dans n'importe quel pays du monde, quand il revient dans le pays, il garde les mêmes avantages. Il n'a pas besoin d'équivalence. Il garde les mêmes avantages. Très bien. Voilà En attendant, Madame Fadma Izri, dont nous venons de voir le portrait, enseigne dans une petite école privée. Elle enseigne l'anglais alors qu'elle est interprète, détentrice de 2 magistères. Ça ne veut pas dire qu'on a un diplôme d'études supérieures, qu'on a droit à être professeur dans une université. En tous les cas, dès son retour en Algérie, Georgetown University lui a donné 2 autres travaux à effectuer en Algérie. Ça ne veut rien dire. Oui, non, je voulais dire, avec tous les respects, c'est bien sûr que la position du ministère est importante, parce que c'est ça le système législatif et réglementaire, qui est important et qui fait partie intégrante du système dans sa globalité. Mais simplement, les problèmes, c'est aussi au niveau micro, c'est-à-dire pas simplement au niveau macro. Est-ce que les équipes locales, est-ce que les universités, est-ce que les collègues sont prêts à intégrer, lorsque quelqu'un se présente à une université où il présente un projet, à l'intégrer et à en faire partie et à se l'approprier? Moi, je crois que un des gros problèmes, en tout cas, ce que nous avons comme expérience, il y a eu des projets qu'on a essayés sans aller au ministère, parce qu'on est avec des universités. Eh bien, on n'a pas pu les faire aboutir, pas ça parce que le ministère nous l'a refusé ou quoi que ce soit. Dans le cadre de MagTech. Oui, mais je parle mais je parle de beaucoup parce que j'écoute. Il n'y a pas que moi. Oui. Je suis à l'écoute aussi de mes collègues qui hésitent, comme je vous disais. Il y a toute cette partie d'hésitants et malheureusement qui se rétrécit parce que d'hésitants on ferme après la porte. On n'est plus intéressé. C'est ça parce que ce qui est plus grave, je disais, c'est que cette partie de gens qui sont de notre profil, eh bien, elle est en train de s'amenuiser. Et si on ne saisit pas maintenant l'occasion, pendant qu'ils ont cette volonté encore active, et avant la frustration majeure, et ça ne va pas, c'est une question d'une décennie. Cette partie, eh bien, les hésitants, il suffit qu'il y ait des accros au niveau des équipes, au niveau local, pour que ça y est, ils changent complètement d'optique et d'engager complètement dans la construction du pays, il développe un discours et une position qui est parfois, malheureusement, tout à fait négative. Et je crois que c'est quand on veut que ces retours soient optimisés, il faut diagnostiquer le problème depuis le ministère jusqu'à ce qui se passe au niveau des universités, au niveau des facultés, au niveau des labos. Pourquoi cette résistance? Et j'en profite pour mettre le pied aussi dans le plat. Je ne pense pas que ça soit commode d'opposer élite ici, élite à l'extérieur. Ça, c'est un discours qui a peut-être prévalu. Il y a eu des conditions difficiles
que l'Algérie a traversé, qui a incité des gens à partir et tout. Bon, chacun a ses raisons. Mais à mon sens, maintenant, c'est un tout. C'est-à-dire que les projets, c'est le partenariat entre l'élite à l'extérieur, mais aussi l'élite locale. Je peux vous l'attester. On a fait des choses qui ont marché. Je veux dire que ça a donné des résultats. Pourquoi? Bien parce que nous avons des partenaires locaux qui étaient motivés, où il y a un lien de confiance, un lien de confiance et d'amitié qui s'est développé. Oui. Et je dirais que sans leur apport sur le terrain, eh bien, on n'aura pas été possible. Et je parle de quelqu'un qui a la moitié de sa carrière en Algérie, c'est-à-dire qu'il connaît bien le terrain. Parce que j'ai quand même... Ah oui, ça fait pas très longtemps que vous avez quitté l'Algérie. Enfin, vous étiez doyen de la faculté d'Oran. Hein. Tout à fait, mais ça fait quand même 20 ans, hein, ça va très vite. Monsieur Djeflat, permettez-moi, nous allons faire un dernier tour de table, messieurs, car effectivement, 1 heure, c'est bien court hein, pour parler d'un sujet aussi important. Et donc, ce sera en même temps votre mot de la fin et en même temps des propositions concrètes pour la mobilisation des compétences des compétences qui sont donc à l'étranger, dans le développement du pays, mais également, et là ça sera plus peut-être le rôle du ministère, comment retenir la matière grise qui est encore en Algérie, qui n'est pas encore partie. Monsieur Rahim. Je crois que, première question, en fait, il y a le propos, le langage et réellement le désir. Les actes. Et j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on veut réellement. Maintenant, s'il y a réellement un désir de faire participer cette élite à notre développement, le fait parfois de dire les gens de là-bas et les gens d'ici, c'est un mauvais procès. Parce que parmi ces élites, 80% de cette élite-là, c'est des gens qui ont été formés ici. Et qui sont partis pour différentes raisons. Ce n'est pas là le sujet aujourd'hui. Je pense qu'il y a un désir profond, en tous les cas, il ne paraît pas palpable de vouloir effectivement faire participer ce savoir que nous avons, ce patrimoine qui est extrêmement important. Parce qu'il n'y a que de patrimoine que le savoir. Et si on se résout à cette idée, effectivement, de considérer que le savoir étant vraiment l'outil de demain qui nous permet de faire développer notre pays, je crois que là, ça ira nettement mieux. Mais tant qu'on reste, je dirais, sur des positions qui ne font pas sentir réellement le désir de faire participer cette partie, ce savoir à notre économie et à notre développement du pays, ben, ça sera toujours comme ça. On arrivera toujours à des langages, je dirais, un peu stériles et qui ne font pas avancer les choses. Monsieur Aourak, je pense que je reviens propositions concrètes. Propositions concrètes, ils existent. Les mécanismes sont là. Moi, je dis, et je le répète, et je lance un appel à tout chercheur algérien qui a un projet structurant pour le pays, qu'il le présente au ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous défions si nous ne le prenons pas en charge. C'est pour cette raison que je dis aujourd'hui, elle a dit, la dame, tous ces Algériens, 98% ont été formés grâce au trésor public algérien. Oui. C'est eux qui leur ont donné des bourses pour se former à l'étranger. Ils ont quelque part quelque chose à rendre à ce pays. Ils ont une dette envers ce pays. Si aujourd'hui, c'est la moindre des choses, c'est grâce à ce pays qui les a éduqués, qui les a formés, qui leur a donné les moyens de partir à l'étranger et de se former pendant des années sur les deniers publics. Je pense que c'est de leurs devoirs de rendre le minimum, je dis le minimum, envers ce pays. Et il en existe. C'est une question de conscience. Il en existe, aussi, hein. Et la preuve est là. Et je vous dis, il en existe des élites en Algérie qui travaillent avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur des projets hautement stratégiques pour le pays. Et je dis hautement stratégiques pour le pays. Et ça, et nous faisons une fierté. Parce que ces personnes, ils ont pris le risque de faire ceci. Et ça, c'est très important de prendre le risque par rapport à quelque chose qui va revenir en plus pour leur pays. Je vous remercie, M. Amrani. Je pense qu'il faut avant tout revenir à la réalité. Comme je l'ai dit, il y a un problème de développement économique. Quel est le marché de cette matière grise en Algérie? Il faut qu'on le sache, qu'on l'organise. Deuxièmement, il y a un problème de mise à niveau. On a développé des universités dans notre pays.
on n'a jamais pensé à mettre à niveau les managers de ces universités, le personnel administratif auquel l'enseignant-chercheur est tous les matins confronté. Donc il faut mettre à niveau cela. Troisièmement, il faut organiser l'espace intermédiaire entre l'entreprise, le marché et la formation, c'est-à-dire l'université, les centres de recherche. Si cet espace intermédiaire qui permettrait, lui, d'établir les liaisons, qui permettrait à ces diplômés ou à ces chercheurs en master ou les doctorants de travailler directement pour l'économie. Si ces centres techniques de l'agriculture, de l'industrie, de la santé, des transports, de la logistique, des travaux publics, si ces centres techniques ne sont pas associés avec le système de formation et de recherche et avec le système économique, eh bien on continuera à parler de disparités, de pertes. On a une diaspora qui est évaluée à 7 millions, dont on ne pourra pas, si vous voulez, mobiliser la quintessence et on continuera à perdre ce que nous formerons. Merci. M. Amrani. M. Djouflat, le mot de la fin vous revient. Oui, eh bien, écoutez, je crois que, comme on l'avait dit, c'est d'abord cette élite, il faut créer la demande et le besoin. Souvent, les gens, quand on leur dit, mais le reproche, c'est pas qu'ils ont un déficit de nationalisme ou d'envie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une charge émotionnelle extraordinaire. Mais est-ce qu'on a besoin de moi? Je ne sens pas qu'on a besoin de moi. Donc c'est les encourager. Il faut encourager, il faut créer ce besoin, il faut le faire savoir. Il y a des gens qui, par exemple, malgré tous les efforts qui ont été faits, ont un déficit d'information, système d'information. Moi, j'ai des gens qui ont aussi des idées immédiatement réalisables. En produits, etc., innovantes qu'ils ont développées là-bas, mais il y a un minimum d'information. Est-ce que nous avons le système d'information et est-ce qu'il est toujours mis à jour? Est-ce qu'il est suffisamment sophistiqué et il touche toute cette élite là où elle soit pour qu'on puisse amener cette élite? Donc le besoin pour cette élite doit être réhabilité, il doit être suscité, il doit être aussi connu et c'est à ce moment-là que je crois que les gens sentiront et qu'ils peuvent venir, ils peuvent être efficaces. Merci M. Djouflat, merci à M. Aouag, représentant du ministère, M. Amrani, économiste, et M. Rahim, président de Aïda. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Et nous l'avions dit en début d'émission, 1 heure, c'est bien court pour parler d'un sujet aussi important. J'espère que nous aurons la chance d'en reparler dans une prochaine émission sur Canal Algérie. Je vous rappelle le site de l'émission et l'adresse email si vous voulez nous écrire, partager avec nous vos avis et si vous avez des suggestions de thèmes pour nous, et vos avis nous intéressent toujours, diarelghorba@ontv.dz ou alors notre page sur Facebook où vous pouvez également revoir cette émission, facebook.com/diarelghorba. Je vous rappelle également l'adresse de l'association Aïda, après les 3W, aïda/association.org. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci, messieurs. Restez assis.